Claudia Sheinbaum, sera donc la première femme élue présidente du Mexique, un pays où 9 à 10 femmes sont tuées chaque jour, selon l'ONU. Son portrait avec Olivier Fessol. Docteur en ingénierie énergétique, ancienne maire de Mexico, Claudia Sheinbaum milite à gauche depuis les bancs de l'université. Héritière désignée d'Andrés Manuel López Obrador, elle suit le président actuel depuis 2 décennies, mais ne s'est officiellement présentée à sa succession qu'en juin dernier. J'ai pris la décision de quitter définitivement mon poste le 16 juin de cette année pour devenir la première femme de l'histoire du Mexique à conduire le destin de la nation. Ancienne membre du GIEC, le groupe international d'études sur le climat, diplômée de la prestigieuse université américaine de Berkeley, la scientifique de 61 ans est une chercheuse reconnue. Mais sa carrière politique n'a pas été exempte de critiques. L'effondrement de la ligne 12 du métro de Mexico qui a coûté la vie à 26 personnes en 2021, ainsi que celui d'une école lors d'un tremblement de terre en 2017, ont entaché son bilan à la tête de la capitale. Claudia Sheinbaum affirme que son gouvernement se concentrera sur 5 points principaux: la sécurité, l'éducation gratuite, une économie plus redistributive, la régulation de l'eau et le développement des énergies renouvelables. Et on revient sur elle, justement. Qui est-elle avec Jimena Reyes? C'est tout de suite, c'est dans le fait du jour. Bonsoir Jimena Reyes, merci d'être avec nous ce soir, responsable Amérique de la FIDH. Bonsoir. Comment décririez-vous Claudia Sheinbaum? Certains évoquent une mère courage. Oui, je pense qu'avant tout, au-delà du courage, c'est cette figure de scientifique, posée, rigoureuse, raisonnable et qui met, très haut dans ses priorités la question de l'éthique qui, la caractérise. Ensuite, il y a aussi, son parcours qui est un parcours à la fois, de professeure, d'enseignante d'université de très haut niveau puisqu'elle a justement fait partie du GIEC au moment où celui-ci a reçu le prix Nobel, de la paix pour, son alerte sur le changement climatique, donc disons vraiment une personne en pointe sur la question du changement climatique et puis, donc pendant 20 ans enseignante, professeure d'université, mais aussi, politicienne et notamment maire de Mexico jusqu'à, il y a quelques mois, l'année dernière et c'est sans doute, les succès de sa mairie qui, lui valent également, d'avoir été la candidate de Qui Morena explique et son, ensuite son succès. Son nom est exactement. associé quand même à celui de López Obrador, qui est arrivé au terme de son mandat. Est-ce qu'elle va être couvée par lui ou est-ce qu'elle va pouvoir vraiment s'affirmer? C'est difficile à dire, mais j'entendais, votre collègue journaliste. C'est vrai qu'on dit beaucoup qu'elle sera la dauphine, elle va mais mon impression et ce qu'elle a insinué, c'est plutôt que, elle va, construire dans l'indépendance. Alors évidemment, cette campagne, c'était le même parti politique. Elle a, mis en avant le suivi des grandes lignes de ce qui a déjà été fait. Donc on continue, cette transformation, de ce qu'a déjà a fait López Obrador, mais c'est quand même une personnalité tellement différente. Ça paraît difficile de suivre la ligne d'Obrador dans le sens où Obrador, c'était vraiment le tribun, populiste, souvent, notamment lors de ses mañaneras, donc le matin où il faisait, des déclarations très souvent à l'emporte-pièce, stigmatisant, alors qu'elle, Claudia Sheinbaum, à la mairie aussi, elle avait des réunions le matin publiques, mais c'était pour recevoir, les citoyens, écouter leurs problèmes et voir comment concrètement on pouvait le résoudre. Donc c'est, en tout cas dans la méthode, beaucoup de différences et on pense aussi que, maintenant qu'elle va être en place, elle va sans doute se distancier de certaines des politiques, notamment par exemple sur la question de la sécurité.
Mhm. Alors justement, la violence pendant la campagne était incroyable, hein. Depuis le début de la campagne, 31 candidats qui ont été assassinés. Rien que dimanche, 2 personnes ont été tuées dans 2 attaques enregistrées dans 2 localités de l'État de Puebla contre des bureaux de vote. Un candidat aux élections locales a été tué dans ce même État vendredi. Un autre candidat à un mandat mineur a été tué dans la nuit, quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. 222 bureaux de vote n'ont pas pu être installés pour des questions de sécurité. La moitié au Chiapas, d'ailleurs, où la situation est très tendue. Comment expliquer une telle violence et en particulier contre les candidats? Oui, c'est certainement, l'élection, une des élections les plus violentes et mais ça s'explique, de manière plus large par la crise terrible, de sécurité que vit le Mexique. Il faut savoir qu'au Mexique, c'est plus de 110 000 personnes qui, sont des victimes de disparitions forcées. Il y a près de 300 000 assassinats depuis cette dernière, dizaine d'années et en fait, on a dans les régions le contrôle du crime organisé, des cartels, du territoire et aussi des gouvernements locaux et c'est justement parce que, il y avait 20 000, postes en lice là dans les votes. C'était pas juste des élections présidentielles et donc il y avait cet enjeu de qui allait arriver au pouvoir dans les mairies, dans les gobernaciones et donc pour ces cartels, pour ce crime organisé, de s'assurer que c'est bien le groupe, le plus corrompu qu'ils contrôlent qui arrive et ça s'est fait à travers la violence. Mais, heu, ce n'est pas enfin maintenant on va arrêter d'en parler, les élections sont finies, mais au Mexique, on va pas arrêter d'en parler parce que vraiment la sécurité ce n'est et l'insécurité, ce n'est pas que pendant les élections, c'est quelque chose qui dure depuis, des années et ça va certainement être l'un des problèmes les plus importants que Claudia, va devoir, affronter et je dirais même qu'elle a peut-être été élue en tant que femme. Vous savez, la théorie, de la falaise de verre, justement parce que le Mexique est vraiment dans une situation absolument dramatique en termes de sécurité. Donc en fait, elle incarne un peu le changement. Elle a rappelé sa méthode, hein, tout de même, s'attaquer aux causes de la violence avec une consolidation de la garde nationale, du renseignement et des enquêtes, une coordination entre les différents pouvoirs et les niveaux de gouvernement. Et sa politique, c'est le zéro impunité. Alors d'abord, c'est quand même très risqué. Et est-ce qu'elle peut y arriver? Ben, on lui souhaite. On lui souhaite d'y arriver et c'est effectivement très risqué et difficile, mais c'est très important par rapport à la politique de Lopez Obrador qu'elle ait mis en avant cette question de l'impunité. Parce que c'est un des problèmes et une des causes majeures de cette reproduction de la violence. C'est que les cartels sentent qu'ils peuvent continuer à agir et même à agir de manière encore plus violente puisqu'il n'en arrive rien. Et donc, si effectivement elle met par exemple en place des méthodes qu'elle a, initiées au sein de la mairie, qui se centrent aussi sur la question des enquêtes et qui permettent d'aller, vers les chaînes de commandement, vers, les leaders de cette violence. Ça pourrait être une grande avancée. Notre organisation plaide même pour qu'on traite le Mexique comme un pays où se commettent des crimes contre l'humanité. On l'a démontré dans différents rapports que vos, spectateurs peuvent voir sur notre site de la FIDH et parce que sinon la justice n'arrivera jamais. Il faut qu'il y ait des macro-cas sur ces disparitions forcées et cetera pour qu'on puisse vraiment avancer et enquêter de manière efficace. Mais ça demande une vraie réforme de la justice. 5% seulement, en fait, des crimes sont signalés à la justice. C'est un vrai Oui, chantier. c'est un chantier, terrible et nous, à la FIDH, on pense qu'elle ne va pas y arriver le Mexique ne va pas y arriver seul et qu'il faudrait qu'il demande l'aide de la Cour pénale internationale pour pouvoir l'aider à faire ses enquêtes et à avancer, dans cette lutte contre l'impunité. Mais, c'est déjà un très grand pas qui est une volonté et le deuxième pas qu'il va falloir qu'elle fasse et qui ne va pas être facile parce qu'elle est là face au patriarcat de tous ces gouverneurs, et c'est d'accepter, de reconnaître qu'il y a une collusion de nombre de politiques avec le crime organisé et que donc il y a vraiment un besoin aussi d'enquêter sur ces personnes et de les écarter si elles sont achetées par le crime organisé, pour que le contrôle du territoire soit rétabli par l'État et non plus Est-ce par qu'elle les est différents cartels. suffisamment soutenue pour mener une telle politique? Mmh. Ça va pas être simple, ça va pas
être simple parce que dans les rangs de Morena 1, déjà, enfin, la personnalité de AMLO a aidé un peu à contenir, mais c'est un énorme défi. Je pense qu'elle est soutenue par la population. C'est presque un plébiscite, 60 de vote. Donc c'est évident que la population est derrière elle. Maintenant, est-ce que, les politiciens, et les dirigeants intermédiaires, du Mexique, vont, la soutenir avec, ces enjeux malheureusement de corruption, latente, dans l'ensemble du territoire? Ça va être, très difficile et aussi il y aura une question de sécurité, pour elle Personnel, pour elle aussi. si elle maintient cette ligne forte, oui, si elle maintient une ligne forte. Merci Jimena Reyes, responsable Amérique de la FIDH. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour parler justement de cette nouvelle présidente du Mexique.